Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Pasque. Jean-François, bonjour. Bonjour. Tu as sorti donc ton sixième roman aux éditions La Joanie, qui s'appelle Mortelle canicule. Et on se trouve actuellement sur l'île de Versailles. C'est un endroit que tu connais un petit peu puisque ton lieu de travail se trouve dans les parages. Et tu vas nous expliquer ce que tu fais dans la vie, Jean-François. Alors oui, effectivement, mon lieu de travail se situe juste derrière. C'est le bâtiment que vous voyez derrière gris, qui est derrière le Saule Pleureur. Je suis capitaine de police et donc je travaille à Nantes depuis 9 ans en tant qu'officier de voie publique, en sécurité publique. Et avant d'arriver à Nantes, j'ai travaillé pendant 14 ans à Paris, toujours dans la police, où j'ai eu la chance d'être à la première division de police judiciaire de Paris en tant qu'officier. Et avant de passer le concours d'officier en interne, j'étais gardien de la paix et j'ai travaillé pendant 6 ans sur le quartier de Pigalle, notamment en brigade anticriminalité. Voilà. Donc c'était 14 années superbes à Paris et je suis venu m'installer à Nantes pour offrir un cadre de vie agréable à ma petite famille. Alors je suis donc policier depuis 24 ans, mais j'avais pas une vocation à devenir policier. D'ailleurs, je me méfie un peu des gens qui ont la vocation. C'est toujours un peu suspect pour moi d'avoir une vocation. Mais j'étais chimiste au départ. J'avais un DUT de chimie et j'ai été rentré dans la chimie avec une prétention peut-être d'essayer de vouloir tout comprendre de la vie en allant au plus proche. Et je me suis vite rendu compte qu'on pouvait expliquer un certain nombre de phénomènes, mais pas tout. Et d'autre part, je me suis un petit peu ennuyé dans mon labo à faire mes petites expériences tout seul. Et je manquais un peu d'espace, de liberté et également de visiteurs, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai pris un virage à 180 degrés et que je suis entré dans la police. Voilà. Parfait. Alors, Mortelle canicule, ça se déroule en 2003. Quand il y a eu la vague de canicule, comme l'explique le titre, sur toute l'Europe, qui a fait plusieurs morts. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'ancrer l'histoire de ton roman à cette période-là? Alors en 2003, j'étais à Paris. Donc j'ai vécu cette tragédie qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de mes collègues, puisque en fait on s'est senti un peu isolé et un peu abandonné. On a assisté à une tragédie qui a quand même commis 15 000 morts en tout sur la France. Et donc il a fallu travailler dans des conditions qui étaient très pénibles, parce que travailler sous la canicule c'est compliqué. Il y a eu l'usure, la répétition, et surtout par rapport à la matière, puisqu'on devait faire entre 6, enfin maximum une dizaine d'enquêtes d'essai par jour. Donc déjà, côtoyer la mort au quotidien, c'est compliqué. Dans ces conditions-là, c'était encore plus compliqué. Et il y a eu le phénomène d'usure. Et surtout, ce qui était difficile, c'était on avait l'impression d'assister à un phénomène et qui n'était pas repris par un écho. C'était au mois d'août, Paris était vide, les responsables étaient en vacances. Et nous, on était confrontés à un phénomène, on voyait qu'il se passait quelque chose et personne ne bougeait. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et à l'époque, heureusement, il y a une personne comme Monsieur Patrick Peloux, qui était médecin urgentiste, qui a été un des premiers à sonner l'alerte en disant attention, regardez ce qui se passe. On a des personnes qui sont en train de mourir sous l'effet de la chaleur. Les morgues étaient engorgées, les services d'urgence étaient saturés, à tel point qu'on ne savait même plus où mettre les corps et qu'à la fin, on a dû requérir le marché international de Rungis, les frigos de Rungis, pour entreposer les dépouilles parce qu'on ne savait plus où les mettre. Donc voilà, c'est une période qui m'a particulièrement marqué. Et a posteriori, bien des années après, on s'est toujours dit qu'avec le nombre de morts qu'il y a eu, hein, donc entre 15 et 20 000 décès attribués à cette canicule, on s'est dit, ah, si ça se trouve, on est passé à côté de quelque chose. On était tellement ce travail à la chaîne qui était usant, fatigant, éprouvant, que peut-être qu'on a eu un manque de vigilance à un moment donné et on est passé à côté. Alors moi, personnellement, je ne me semble pas être passé à côté d'une de mes enquêtes, mais il n'est pas exclu que sur le nombre, il y ait eu une enquête qui soit, voilà, pas bâclée, mais où on soit passé à côté d'un élément. Et donc j'ai décidé de l'écrire sous la forme, alors c'est peut-être une histoire un peu fantasmée, mais voilà, c'est ce qui a donné l'objet de l'ouvrage. Alors justement, c'est quoi cette histoire, en quelques lignes? En quelques lignes, alors déjà l'histoire, elle débute, j'aime bien quand j'écris, pas partir tout de suite dans le brut de l'affaire, donc j'aime bien installer mes personnages, l'atmosphère.
Et puis on a une jeune lieutenant qui sort d'école, qui est affectée en première division de police judiciaire avec un ancien, sous la coupe d'un ancien expérimenté. Et il va lui faire visiter un petit peu tous les grands lieux de l'institution police. Donc il va l'emmener au 36 qui est des Orfèvres, il va l'emmener à l'identité judiciaire. Et puis il va l'emmener également à la morgue de Paris, puisqu'elle sera amenée à aller faire assister à des autopsies. Et en arrivant dans les lieux, évidemment, les lieux sont surchargés de cadavres. Des nouveaux corps arrivent, et au moment où des corps arrivent, il faut faire de la place. Donc les thanatopracteurs qui sont sur place essayent d'optimiser la place, déplacent un corps, et en déplaçant un corps, il y a une odeur qui s'échappe. Une odeur qui s'échappe que mon personnage principal identifie tout de suite, et qui est caractéristique d'un empoisonnement. Et donc il va s'intéresser à la jeune femme qui est décédée, et curieusement, il va s'apercevoir qu'il n'y a pas eu d'obstacle médico-légal, que l'affaire a été classée, alors que lui, cette odeur lui paraît suspect. Et donc à partir de là, il va enquêter avec sa jeune collègue. Et là, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça ne fera plus la peine de lire le livre. Exactement. Alors une question qui me taraude, il y a beaucoup de flics qui se sont mis à l'écriture et qui restent dans le domaine du polar. Est-ce que tu penses qu'un auteur de polar qui est flic doivent écrire du polar tout le reste de sa vie? Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on a assisté à une certaine libération de la part de certains de mes collègues qui se sont autorisés en fait à écrire. Donc on en a effectivement beaucoup. Au départ, il y a quelques personnes qui ont ouvert la voie, et après d'autres se sont engouffrés. Et c'est vrai qu'avec notre métier, on est amené à voir des choses qui sont très intéressantes, et c'est ce qui a donné l'envie à mes collègues de les partager sous forme d'écrit. Alors effectivement, c'est facile pour nous, on a un décor, c'est une zone de confort, c'est quelque chose qu'on maîtrise. On maîtrise l'environnement, on maîtrise les techniques d'investigation, donc on va dire que c'est une écriture de confort. Maintenant, on pourrait effectivement envisager, et moi j'aspire de plus en plus à le faire, à glisser progressivement pour sortir de cette zone de confort, pour aller explorer un petit peu d'autres zones, et de rentrer peut-être plus dans, alors c'est un grand mot, mais une littérature blanche, mais aller explorer avec la confiance accumulée par rapport déjà aux précédents ouvrages, et essayer d'écrire autre chose. Donc j'ai commencé à le faire avec un précédent ouvrage où c'était sous forme de nouvelles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus pour de se faire un petit peu peur, et puis aller explorer autre chose. Quels sont toi les auteurs qui t'inspirent dans la vie et quelle place tu leur accordes dans ton quotidien? On va faire court. On va faire court. Alors, les auteurs qui m'inspirent. Moi, j'ai rencontré Albert Camus à 35 ans. Je me posais un certain nombre de questions par rapport à ce que je vivais au quotidien, et notamment mes drames, les drames auxquels j'étais confronté dans mon métier. Et je ressentais des choses et j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait chez moi. Et en lisant Albert Camus, je me suis rendu compte que ce que je ressentais, c'était l'absurde. Donc c'est vrai que je suis entré dans Albert Camus tardivement, mais ça a été une révélation pour moi, comme un éveil définitif, et il m'a apporté quelques solutions, notamment à comment me conduire face à ces situations d'absurde, avec forcément l'engagement et ce que ça encourt dans l'engagement, donc la fidélité, l'implication. Donc Camus a été très révélateur. Et puis de Camus, je suis passé à Balzac. Là, j'ai découvert Balzac encore une fois très tardivement, mais c'était extraordinaire la façon dont il écrit, les descriptions, et puis il avait une grosse psychologie des personnages. Alors, de Balzac, j'ai basculé forcément à Céline. Alors là, j'ai pris un coup de poing en plein visage avec Céline. Et puis, je suis allé chercher d'autres auteurs que j'avais pas lus, parce que de par ma culture scientifique, j'avais un peu délaissé la littérature. Et là, très tardivement, je l'ai découverte, et je l'ai vraiment... j'ai rencontré la littérature tardivement. Je suis allé voir après d'autres auteurs, notamment la littérature russe, Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski. Et puis après, maintenant, aujourd'hui, alors je lis très peu de polars, très peu de romans policiers, hormis quelques collègues par curiosité pour voir un petit peu comment ils écrivent, mais j'ai tendance à pas lire les polars parce que j'ai peur de me faire trop influencer par ce qu'ils écrivent. Donc à vouloir faire comme, et je préfère pas. Donc par contre, il y en a un qui est devenu, alors mon maître, c'est un grand mot, mais Georges Simenon, pour moi, ça a été vraiment... j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Alors je lis pas trop les Maigret, mais surtout ses romans durs qui ont d'ailleurs donné lieu à beaucoup d'adaptations au cinéma.
Et je trouve que c'est d'une véracité sur l'intimité de l'homme qui est extraordinaire. En plus, Simenon a une façon d'écrire qui est relativement accessible. Il n'y a pas de mots compliqués, tout est très simple. Et avec Simenon, on retrouve ce que je vois dans mon métier, à savoir l'homme mis à nu. Et c'est toujours, c'est un délice de le lire. Donc effectivement, Simenon, c'est au quotidien pratiquement. D'accord. Si les gens veulent te rencontrer pour discuter avec toi, acheter ton livre, tu vas partir en pleine campagne de promo. Où est-ce qu'on va pouvoir te trouver? Alors si les gens veulent me rencontrer, ils peuvent venir à Valdec déposer plainte. Non, je rigole. Qu'ils viennent pas à Valdec trop parce que sinon je vais pas pouvoir tous les recevoir. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, je vais entamer quelques séances de dédicaces dans la région, hein, principalement. Donc je vais avoir 9 points de dédicaces. On va commencer par ce week-end samedi 28 à la librairie de la Talente. Et puis ensuite, je vais poursuivre par chez la librairie Coiffard et également donc les Leclerc Cultura, Paris 10, à tout sud. Et je vais également aller sur Saint-Nazaire, sur Pontchâteau, Saint-Brévin. Enfin, je vais sillonner un petit peu toute la région voilà, sur mes samedis de repos parce que je travaille un week-end sur deux, donc il faut que j'adapte également ces séances de dédicace avec mes contraintes professionnelles. Mais voilà, je vais avoir 9 points de rendez-vous sur toute la région, donc je pense que si on veut me trouver, on arrivera à me trouver facilement. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, la garde à vue est terminée. Je vais te rendre ta liberté. Je vous remercie beaucoup, c'était une garde à vue relativement agréable. Merci.